ans de coup d'État en cascade en Afrique de l'Ouest. Après le Mali, la Guinée, c'est maintenant le tour du Burkina Faso. Quelques citoyens béninois rencontrés à Cotonou réagissent par rapport à l'effet contagion de cette crise qui secoue l'Afrique de l'Ouest. Le ministre du Cadre de vie du développement durable a procédé au lancement de l'inventaire forestier national Acte 2, le compte rendu de la cérémonie dans ce journal. Au moins 10 personnes ont perdu la vie dans l'explosion d'un minibus dans le nord-est du Kenya, près de la frontière somalienne, après avoir roulé sur un engin explosif. Le véhicule a été la cible d'hommes armés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur Speedline TV. Démarrons par l'audience au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Claudio Toyola était au cabinet du ministre Olorien Agbenonsi. Le chef de la vision Afrique de l'Ouest du département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse est allé présenté au ministre Olorien Agbenonsi le point de sa mission entamée au Bénin. Voici un extrait de sa déclaration à la sortie d'audience. Nous étions ici tout d'abord pour lui présenter nos amitiés et nos hommages. Je suis en mission, en voyage de service au Bénin pendant 2 semaines. C'était pour le mettre au courant de ma présence et du voyage que nous entreprenons au Bénin, tout d'abord, et puis surtout ensuite pour l'informer des perspectives de la présence de la coopération suisse au Bénin. Le ministre a surtout relevé un peu la fidélité de la Suisse. On essaye de rester un peu spécialisé, on va dire, sur les domaines de compétences sur lesquels on a construit un peu notre présence ici au Bénin. Et puis en même temps, je pense un autre élément qui nous caractérise, que le ministre a aussi relevé, c'est la concentration de notre présence dans le nord du pays. Traditionnellement, depuis plusieurs décennies déjà, on était plutôt dans le Borgou à Libori, et puis ces prochaines années, on va aussi étendre notre action aussi dans la Takora et la Donga. Donc ça, c'est un peu la perspective. Moi, j'étais déjà ici en poste de 2005 à 2010. La Suisse qui n'a jamais quitté le pays, même dans les quelques moments durs, peut-être qu'on marquait l'histoire politique de ce pays. On voyait peut-être d'autres ambassades fermées. La Suisse a toujours été fidèle au poste. Donc voilà, ça fait plusieurs décennies que nous sommes ici. La Suisse est très engagée dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle notamment, dans tout ce qui est développement du secteur rural, mais aussi du secteur privé, avec donc l'idée de mettre un accent plus important aussi sur le secteur privé, notamment béninois. Et puis ensuite, on travaille sur toutes les questions de gouvernance. On est très attentif au processus de décentralisation, avec le rôle des collectivités territoriales sur le territoire. On est actif, par exemple, dans des outils tels que le FADEC. Voilà, donc c'est quelques exemples de ce que la Suisse fait dans votre pays. Le gouvernement du président Patrice Talon travaille à renforcer la capacité de l'administration forestière au Bénin pour une fois de plus donner le ton. Le ministre du Cadre de vie du développement durable a procédé au lancement de l'inventaire forestier national Acte 2, le compte rendu de la cérémonie avec Romaric Dossa. Cet atelier, qui réunit une trentaine de forestiers, est consacré au lancement de l'inventaire forestier national Acte 2. L'acte 1 a pris fin en 2017. Ce programme est un outil pour renforcer les capacités de l'administration forestière béninoise. Nous attendons des données fiables pour connaître, entre autres, la densité des lieux de nos formations forestières, la représentativité de chaque type de formation forestière. L'inventaire forestier, c'est de connaître quelles sont les espèces que nous avons. On va mesurer les arbres, aussi bien leur diamètre que leur hauteur. On va estimer des caractéristiques de caractérisation pour pouvoir voir combien ça peut correspondre en matière carbone. Avec plus d'innovation que le précédent inventaire, ce programme bénéficie de l'appui de l'Union européenne. Il s'agit d'une mission de grande envergure qui implique plus de 60 cadres de la Direction générale des eaux, forêts et chasse et guides et une équipe de plus de 15 experts. Ce sera donc un effort commun pour assurer une collecte et un contrôle des données solides. Pour que sur les 10 ans qu'il y a devant nous, nous puissions être confortables dans la gestion durable de nos ressources forestières.
par les effets pervers du changement climatique. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire que vous avez ma disponibilité pour conduire cette opération essentielle pour nous, mais je souhaite qu'elle soit conduite avec la rigueur nécessaire, avec le professionnalisme qu'il faut. À l'issue des travaux, les acteurs paraissent aptes à changer le visage de l'administration forestière béninoise. Et pourquoi tant de coups d'État en Afrique de l'Ouest après le Mali, la Guinée? C'est actuellement le tour du Burkina Faso. Quelques citoyens béninois rencontrés dans les rues de Cotonou réagissent par rapport à l'effet contagion de cette crise qui secoue l'Afrique de l'Ouest. Suivons-les au micro de Speedline TV. Les coups d'État ne sont plus à encourager. On avait eu de par le passé, mais avec l'avènement de la démocratie, on ne devrait plus accepter les coups d'État. Normalement, ça ne devrait plus être d'actualité. Mais vu les situations socio-économiques et politiques que l'Afrique est en train de subir, on ne peut que espérer ça. Moi, je veux que les Africains prennent conscience de ce que les problèmes africains, en tout cas les problèmes africains, soient réglés à l'interne. Et non, on s'appuie sur, comment on l'appelle, sur des rumeurs ou sur un oui ou sur un non. On va au coup d'État. Là, moi, je veux que les Africains prennent conscience de ce que nous avons tellement de problèmes. On a des problèmes d'ordre alimentaire, d'ordre sanitaire, plein de choses. Mais les coups d'État, ça ne peut pas régler ça. Ce n'est pas les coups d'État qui règlent les problèmes. Les problèmes se règlent dans le sens, en tout cas, d'un dialogue bien nourri. Ce qu'il faut faire, il faut associer tout le monde. Il faut une gestion inclusive. Est-ce que vous voyez? Pour éviter de pareils ennuis. Est-ce que vous voyez? Même si les gens ne vous font pas coup d'État, il faut craindre. Parce qu'on a vu, la peur s'est emparée d'autres chefs d'État. Si je prends le chef d'État ivoirien, la rémunération des militaires, vous avez vu comment il a débloqué de l'argent jusqu'en février. Il est pris de panique. Parce qu'il se dit reprochable. Troisième mandat, tout ça là, ça peut vous créer des ennuis. C'est des situations qu'il faut éviter. Mais nous, on ne dit pas aux gens de faire coup d'État, mais on vous donne des idées pour éviter les coups d'État. Africains que nous sommes là, on est assoiffés de pouvoir. Qu'est-ce qui vous dit que ceux-là, les putschistes, les militaires qui prennent le pouvoir là, ils vont bien gérer par la suite? On n'a pas une garantie qu'après avoir pris le pouvoir, ils vont bien gérer le peuple, ou bien ils vont gérer de manière à ce que ça rencontre l'attente de la population. On n'a pas cette garantie. Donc les gens viennent, ils font du désordre, peut-être d'un jour à l'autre. Autant jadis, quand un militaire fait coup d'État, un autre militaire qui vient le destituer. Vice-versa. Donc ce n'est pas qu'ils sont là, ce n'est pas qu'ils sont là pour l'éternité. D'un jour à l'autre, il peut y avoir le revers du médaille. Le cas du Mali et du Burkina, par exemple, je crois que le type, il est dans le délai constitutionnel. Donc je ne vois pas pourquoi on l'a enlevé. Moi, je déplore ça de toutes les manières, je déplore les coups d'État. Quand nous prenons le cas du président Puch, le président Puch Goïta, vous voyez, les bases françaises sont là il y a plus des années. Ils n'ont jamais eu un pas. Ils n'ont jamais eu un pas sur les djihadistes. Mais une fois que la base malienne même s'est installée, vous voyez comment l'armée est en train d'évoluer à prendre ces espaces. Donc vous voyez déjà l'efficacité de ces hommes d'État. Donc il se pourrait, et il me semble beaucoup que ces chefs d'État africains sont complices, sont en complicité avec le président français pour l'évolution du djihadisme, puisque en faisant ça, eux ils profitent de ces espaces pour prendre nos ressources minières et s'en vont avec. Donc en réalité, c'est qu'ils nous volent que la France se départisse de l'Afrique et laisse l'Afrique tranquille pour que l'Afrique puisse se développer.
Le dernier Conseil des ministres en a parlé. Le gouvernement du Bénin opte pour une approche participative en vue d'une opérationnalisation cohérente. C'est un nouveau pas de franchi pour une mise en œuvre efficace des réformes structurelles du secteur de la décentralisation. Dans ce cadre, une convention cadre est signée ce vendredi 8 janvier 2022 à Cotonou entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin. Le compte rendu de la cérémonie. C'est désormais chose faite. Le gouvernement et les communes du Bénin disposent d'une convention de partenariat. La signature de la dite convention s'inscrit dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin. L'objectif visé par cette convention que nous venons de signer est de tracer un cadre de coopération et de transparence pour une mise en œuvre efficace de la réforme. Et à travers cette convention, nous nous donnons ainsi le moyen de réussir la réforme dans une dynamique intégrée pour la promotion du développement local et le bien-être des populations. La signature d'une telle convention entre la NCB et le gouvernement est inédite. Je voudrais vous rassurer, au nom de mes pairs, que nous continuerons à jouer notre partition pour la réussite de cette réforme du secteur de la décentralisation dans notre pays. C'est aussi le lieu de rappeler les principaux éléments de cette convention cadre. Premièrement, la catégorisation des communes. Deuxièmement, le principe des rémunérations des différents responsables des mairies. Troisièmement, la mise en place du fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. Quatrièmement, les conditions remplies par les personnes qui désirent participer à l'appel public à candidature. Cinquièmement, la date de prise d'effet des avantages de fonction des secrétaires exécutifs. Sixièmement, la création d'une cellule chargée du suivi de la gestion des communes. Et enfin, le renforcement des capacités des élus et agents communaux. Un acte très symbolique. Cette cérémonie de signature a connu la présence du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, des membres du cabinet du ministre d'État et ceux du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, NCB. Abordons à présent la page inter dans cette édition. L'ambassadeur français au Mali, expulsé pour avoir critiqué la junte. Joël Mayer, diplomate français en poste à Bamako, la capitale, a été sonné de quitter le pays en raison des propos hostiles qu'il a tenus à l'égard du pouvoir en place. L'ambassadeur français au Mali n'a plus que 48 heures pour quitter le pays. C'est en raison des propos hostiles qu'il a tenus à l'égard du pouvoir en place que Joël Meyer, diplomate en poste à Bamako, la capitale, a été sommé de partir. Explication de cette décision par le gouvernement malien à la télévision nationale. L'ambassadeur de France, Joël Meyer, n'est pas déclaré persona non grata qui répond à une autre catégorie, mais le gouvernement du Mali a souhaité qu'il puisse quitter le territoire national dans les 72 heures pour des raisons liées aux déclarations outrageuses qui ont été formulées à l'endroit des autorités de la transition que nous avons jugées inacceptables, propos que nous avons rejetés, parce que ces déclarations tendent à dire qu'à remettre en cause et la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles justement l'ambassadeur de France est accrédité. Cela crée une situation très difficile parce que vous ne pouvez pas être accrédité auprès d'autorités que vous-même, vous ne reconnaissez pas. Après avoir condamné les propos tenus par de hauts responsables français déclarant la junte malienne illégitime, le gouvernement du Mali a toutefois réitéré sa disponibilité à maintenir le dialogue avec tous ses partenaires internationaux, y compris la France. Ce différend que nous avons avec la France ne touche pas les ressortissants français qui sont parmi nous, ni les entreprises françaises qui peuvent continuer à vaquer normalement à leurs occupations ici. Les Français restent les bienvenus au Mali. L'ambassadeur français Joël Meyer a été nommé à Bamako en octobre 2018. Et puis, au Burkina Faso, la junte militaire a déclaré qu'elle avait rétabli la constitution et nommé le chef du coup d'État à la tête du pays pour une transition. Ce lundi, la junte militaire au Burkina Faso a annoncé la restauration de la constitution.
Dans un communiqué lu à la télévision d'État, le lieutenant-colonel Cyprien Caboret, porte-parole de la junte, a précisé que les militaires ont approuvé un acte fondamental qui lève la suspension de la Constitution. 002 presse MPSR portant fin des fonctions du colonel. Avant l'adoption d'une charte de la transition, les dispositions du présent acte fondent le pouvoir du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Dès sa signature, l'acte fondamental lève la suspension de la Constitution du 2 juin 1991 qui s'applique à l'exception de ces dispositions incompatibles avec le présent acte. Je suis là ce matin pour soutenir Damiba. Dans cette même déclaration, le porte-parole a déclaré que le leader du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadogo Damiba, serait le nouveau président du Burkina Faso. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est le président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Il est garant de l'indépendance de la magistrature. En parallèle, l'Union africaine a annoncé ce lundi sur Twitter qu'elle avait suspendu le Burkina Faso jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli dans le pays. La suspension du Burkina Faso intervient une semaine après le coup d'État. Le chef de l'unité de renseignement et le chef d'état-major de l'armée ont été limogés, a précisé la junte. Et puis je l'annonçais en titre au Kenya, au moins 10 personnes ont perdu la vie dans l'explosion d'un minibus dans le nord-est du pays, près de la frontière somalienne. Après avoir roulé sur un engin explosif, le véhicule a été la cible des hommes armés. Au Kenya, au moins 10 personnes sont mortes lundi au cours de l'explosion d'un minibus. Le véhicule a roulé sur un engin explosif dans le nord-est du pays, près de la frontière somalienne, suite à quoi il a été pris dans une embuscade tendue par des hommes armés, a indiqué la police. Les assaillants ont ouvert le feu sur le véhicule de 14 places à environ 8 km de la ville de Mandera. Un rapport de police indique qu'une équipe de patrouille de l'unité des services généraux qui se trouvait à pied à proximité a engagé les assaillants qui ont pris la fuite en direction de la frontière. La police a ajouté que les assaillants ont utilisé des armes à feu et des grenades propulsées par fusée pendant l'assaut. L'attaque n'a pas été revendiquée. Après des alertes françaises et allemandes sur de possibles attaques, le Kenya avait renforcé vendredi la sécurité dans la capitale Nairobi et plusieurs autres villes. En Angola, le président vient de présenter son programme hausse de salaire minimum, hausse de salaire des fonctionnaires, lutte contre la corruption. Voilà quelques propositions qui figurent dans le programme que le président angolais a présenté à ses partisans. Il brigue un second mandat au mois d'août. Hausse du salaire minimum, hausse des salaires des fonctionnaires, lutte contre la corruption, voilà quelques propositions qui figurent dans le programme que le président angolais João Lourenço a présenté à ses partisans. Ce dernier, qui brigue un second mandat au mois d'août, a placé l'économie au cœur du programme de son parti, le MPLA, qui dirige le pays depuis son indépendance en 1975. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le président a tenté de réveiller une économie en berne et lancé une campagne anticorruption pour récupérer des milliards de dollars qui soupçonnent avoir été détournés sous la présidence de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos. Une enquête vise d'ailleurs sa fille, Isabel dos Santos, soupçonnée d'avoir détourné des fonds publics. Quant à son demi-frère, José Filomena dos Santos, il a été condamné en août 2020 à 5 ans de prison pour le détournement de revenus pétroliers. En 2002, après plusieurs décennies de guerre civile, l'Angola a connu un boom pétrolier qui a permis de développer routes et hôpitaux, mais cette croissance a peu profité à la population et a fait de Luanda l'une des capitales les plus chères de la planète. En 2014, la chute des cours du pétrole a plongé le pays dans une sévère crise économique. En Afrique du Sud, Jacob Zuma lance un nouveau recours pour son procès pour corruption. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma s'est présenté lundi devant la justice après avoir déposé un nouveau recours dans son procès pour corruption. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma s'est présenté ce lundi devant la haute cour du KwaZulu-Natal après le dépôt d'un nouveau recours dans son procès pour corruption. L'ancien chef d'État tente de faire appel du rejet par le juge Pete Cohen de sa demande de plaidoyer spécial, dans laquelle il demande le retrait du procureur principal Billy Downer, ainsi que son acquittement des accusations de corruption.
Lors de l'audience, l'avocat de la défense, Medali Mpofu, a fait valoir que son client a été traité différemment de tous les autres. Il affirme que la procédure adoptée dans la demande d'appel est irrégulière et hors de l'ordinaire. Le procès de l'ex-président doit reprendre le 11 avril. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bon appétit.